moi, j'ai aucun problème à lire des histoires de gens qui me ressemblent pas, même j'adore ça. Mais au bout d'un moment, on se retourne et on se dit: ah oui, toi, t'as jamais été une femme, en fait, pendant ta vie de lecteur. J'ai été un mousquetaire, j'ai été un mineur de fond, j'ai été un curé de campagne. Alors là, je peux faire tous les Rougon-Macquart, j'ai été plein de trucs. Et toi, t'as jamais été ça. Et toi, tu refuses d'être Madame Elisabeth Bovary. et ses sœurs ou Madame Bovary. Comment devient-on écrivain ? Est-ce un choix, une nécessité ? Comment comprendre les origines de cette vocation et apprendre des plus grands ? Je suis Aurélie Lévy et je vous propose dans ce podcast de découvrir les coulisses de la vie d'auteur. Son processus créatif, son quotidien, ses secrets, ses questionnements et ses moments de grâce. L'idée ? Partager l'expérience et le savoir des écrivains titulaires de la chaire d'écriture de Sciences Po qui dispensent aux étudiants des cours d'écriture et de création depuis 2019. Une série de 10 épisodes réalisés par Baptiste Dupin, diffusée sur actualité.com en partenariat avec Sciences Po et sa Maison des Arts et de la Création. Sciences Po. Bonjour Alice Zeniter. Bonjour. Je suis très heureuse de passer ce moment avec vous. Vous sortez de la générale de votre nouveau spectacle. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Alors, c'est pas mon spectacle, c'est celui de Mathieu Gary, qui s'appelle Faire un tour sur soi-même. Et moi, je l'accompagne, je lui fais des retours sur des questions de rythme, sur des questions de texte, où est-ce qu'il faudrait qu'on fasse des coupes, où est-ce qu'il faudrait qu'on concrétise, qu'on affine, tout ça. En fait, c'est pas la création là du spectacle, mais c'est nos premières dates parisiennes. Et on se disait hier avec Mathieu que c'est absurde, on n'est pas dans une survalorisation de Paris qui serait le nombril du monde et le reste du pays existerait pas. On a pu être comme ça quand on avait 18 ans, mais ça nous est passé. On a vécu à Paris, on a quitté Paris. On est très bien loin de Paris. Et ben malgré tout, une série de dates parisiennes, ça met une espèce de pression terrible, comme si c'était la première fois qu'on allait être vu. C'est intéressant. Bah ouais, ça reste un pays très centralisé. C'est aussi à Paris qu'il y a la critique. Pas mal de gens du métier aussi qui vont peut-être venir. La scène, vous l'avez apprivoisée justement dans Je suis une fille sans histoire, dont vous faisiez référence. Un seul en scène qui deviendra par la suite un livre, publié par l'Arche, où se mêlent conception, écriture et jeu, et dans lequel vous faites le pari audacieux de mettre en scène votre propre lutte textuelle et les sports de combat qui sont la sémiologie, la narratologie et la linguistique. Vous confiez d'ailleurs « Je voudrais pouvoir m'arrêter au constat que les livres peuvent m'émerveiller de leur pouvoir, qui est mon pouvoir, sauf que si les fictions peuvent construire des ponts, elles peuvent aussi élever des murs. » Qu'est-ce que vous entendiez par là ? De quel mur parliez-vous ? En fait, je relie cette peur-là, le fait que la fiction puisse nous isoler, à une citation de Umberto Eco qui doit être dans le pendule de Foucault et qui est « Qui pensons-nous être, nous pour qui Hamlet est plus réel que la concierge ?» Et cette idée que en fait, le temps qu'on passe et l'attention qu'on donne aux personnages de fiction, c'est du temps et une attention qu'on ne donne pas à des personnes réelles, à des personnes de notre entourage. En fait, notre temps, notre attention et possiblement aussi notre capacité à l'empathie ne sont pas des ressources infinies. Donc ce qu'on consacre à des histoires, à des personnages de fiction, c'est retiré peut-être au reste. Et donc cette fréquentation qu'on a, qui nous rend Hamlet plus proche que les personnes qui partagent notre immeuble, peut-être qu'elles peuvent être dommageables. Et je le dis avec d'autant plus d'inquiétude que j'ai fait partie de ces enfants. C'est quelque chose que je raconte dans Toute une moitié du monde. J'ai fait partie de ces enfants qui passaient leur vie le nez plongé dans les bouquins, comme disait ma mère, au point où ça pouvait parfois provoquer une inquiétude chez les adultes, comme si c'était possible de tomber vraiment dans les livres, comme si mes parents me retenaient pas, comme s'ils m'obligeaient pas à sortir et respirer, il était possible que je bascule tête la première dans la fiction et que j'en remonte jamais. Donc il y a une capacité éducative de la fiction qui nous permet d'agrandir nos mondes, de découvrir des pays, des situations, des époques, des états émotionnels même qu'on ne connaît pas et on est grandi de ça. Mais d'une certaine manière, ça nous cloisonne aussi, c'est-à-dire le temps qu'on passe là, on ne le passe pas ici. On va essayer d'élucider alors ce mystère sur ce temps choisi à lire et puis plus tard
à raconter des histoires, justement. D'ailleurs, dans le premier round de cette lutte textuelle dont vous parlez dans Je suis une fille sans histoire, vous abordez la théorie de la fiction panier de l'autrice américaine Ursula Le Guin, qui se demande comment notre civilisation de chasseurs-cueilleurs a pu devenir le berceau de récits qui ne parlent que des chasseurs. Et vous dites c'est parce que leur histoire était meilleure. Avec l'expérience qui est la vôtre aujourd'hui et le recul que vous avez, qu'est-ce qui constitue, au fond, une bonne histoire? Et pourquoi cet acharnement ou cet entêtement qui est le vôtre à vous affranchir de ces principes? Parce qu'en fait, ce qui constitue une bonne histoire, c'est en grande partie la familiarité. C'est-à-dire, ce ne sont pas des éléments narratifs en soi. Une des choses qui fait qu'une histoire nous séduit, c'est qu'elle se développe selon des mécanismes qu'une partie de nous reconnaît. Et donc, une partie de nous va projeter des attentes. Il y a quelque chose de la forme de la reconnaissance, en fait, entre la forme narrative et son lecteur ou sa lectrice. Et c'est ça qui fait, en fait, qu'on se dit « ça, c'est une bonne histoire ». C'est parce qu'on nous a déjà dit que c'était une bonne histoire. Alors après, on peut arriver à la question de l'œuf et de la poule, mais on est formé à dire ceci est bon, ceci est enthousiasmant, ceci, voilà, je connais cette histoire et c'est une bonne histoire. Et donc, ça veut dire qu'on peut se former à autre chose. Ça veut dire qu'on peut s'habituer à des histoires de répétition, on peut s'habituer à des histoires du petit, on peut s'habituer à des histoires qui n'ont pas de résolution pour de bon de quelque chose. Ou même de héros, c'est une de vos ou même de héros solitaires qui porteraient les quêtes tout seuls, ou de résolution par le conflit, ce qui est aussi quelque chose qui se répète énormément dans les schémas narratifs, c'est-à-dire le problème se règle par un affrontement, qui peut être un affrontement en face à face, mais aussi un affrontement armée contre armée, bande contre bande, etc. On a cette habitude-là de se dire, on n'a pas de fiction, d'explication et d'excuses, ou très très peu. On considère que ça fait pas des bonnes histoires, et du coup, on s'éduque aussi avec l'idée qu'en cas de problème, il faut savoir taper du poing sur la table, taper du pied sur le sol et taper sur la tête de la personne en face pour résoudre quelque chose. En fait, je me suis beaucoup intéressée en vous lisant sur votre quête d'originalité et votre effort de déconstruction. On sent aussi chez vous la volonté de se différencier, d'exister, de graver son nom sur la pierre que vous apporteriez à l'édifice, là où d'autres se suffisent à la sculpter. C'est pas un effort de différenciation, de distinction, dirait Bourdieu. Et c'est même pas une recherche d'originalité. Parce qu'en fait, c'est ce que je fais à la fin du livre de Je suis une fille sans histoire, quand je dis les histoires qui furent un temps jamais dites et qui ont été écrites par... Et là, je cite en fait des autrices qui ont déjà raconté ces histoires sans schéma narratif canonique, avec d'autres formes de déroulé. C'est pareil, Toute une moitié du monde, c'est un livre qui est... infusé par les citations qui s'ouvrent sans cesse sur les livres d'autres auteurs et autrices qui m'ont appris des manières de raconter qui sont autres. Donc vraiment, je prétends pas inventer une forme qui n'aurait pas été faite avant moi, et je prétends pas laisser mon nom comme une créatrice de nouveau absolu. Au contraire, je fais partie de ces gens qui sont persuadés que écrire, c'est toujours un exercice de dette, de gratitude et de reprise. Et la question, c'est quel héritage je veux moi apporter et quel héritage je veux moi transmettre. Et c'est pas l'héritage dominant des histoires avec point culminant et héros solitaires. Ce sont d'autres histoires, et donc ce que je cherche, c'est plutôt comment on fait la transmission de ça, comment on réussit à convaincre les gens qu'elles valent le coup, tout simplement. Tout à l'heure, je disais, on n'a jamais un temps et une capacité d'attention illimitée. Et donc, choisir les livres qu'on veut lire, c'est ça aussi. À quoi on donne de l'attention? Pourquoi on considère que ce livre-là, il vaut le coup, qu'on lui consacre 5 heures de lecture, et ce livre-là, on se dit, non, la flemme, j'ai pas le temps, j'ai pas envie de consacrer mon temps à ça, à ces vies-là, à ces vies minuscules, à cette expérimentation littéraire, etc. Il y a cette chose-là d'essayer d'obtenir peut-être ce qui me paraîtrait une répartition plus juste dans notre économie d'attention. Et il y a cette chose aussi qui est que je m'inscris, je pense, dans une pensée de la littérature qui est celle qui
qui existe depuis les années 90, je dirais, et qui est une vision en fait globale de la littérature, qui n'est pas une analyse stylistique de la littérature comme surface de langage, mais qui est l'analyse que les sciences cognitives nous ont permis d'avoir, par exemple, sur le fait que la littérature, c'est quelque chose qui a des effets, que les réactions empathiques qu'on a, que la formation intellectuelle, que la découverte de situations qu'on fait par la lecture, ça nous forme en tant que citoyens et citoyennes lambda, enfin de ce monde hors de la fiction. C'est pas juste quelque chose qui se passe entre la première et la quatrième de couverture d'un livre. Encore plus si on passe la majorité de son temps enfant à lire plutôt qu'à être avec les gens qui nous entourent. Et bien justement, c'est peut-être l'occasion de retourner sur les pas de votre enfance pour comprendre ce cheminement et cet engagement qui est le vôtre. Ce qui me frappe chez vous, c'est votre précocité. Il y a une grande volonté, une grande énergie. Je me suis demandé quelle fragilité d'ailleurs elle cachait, puisqu'elle cache toujours quelque chose chez les écrivains. Vous êtes, il me semble d'ailleurs, je crois, la plus jeune à avoir occupé la chaire d'écriture à Sciences Po. Née de père algérien et de mère française, c'est en Normandie que vous grandissez, avec vos sœurs, je crois, oui. Et c'est là que se déploie votre vocation d'écrivain. La visite de Géva Caman en classe de CM2 marque un point de non-retour. Elle vous introduit à Faulkner et Apollinaire. Et vous écrivez votre premier roman à 8 ans. Écrire, vous dites, est le plus drôle de tous les jeux d'enfants, qu'il n'y a pas de limite physique. À 16 ans, vous publiez votre second roman. Il s'appelle 2-1 = 0 ou En temps de guerre, c'était lequel ? Non, il s'appelle 2-1 = 0. Le premier roman écrit à 8 ans, il est perdu. Enfin voilà, c'est quelque chose qui n'existe que dans la mémoire des rares personnes l'ayant eu entre les mains. Donc 2-1 = 0, il est généralement considéré comme mon premier roman, parce que tout simplement, c'est le premier publié aussi. Ouais, c'est le premier publié. Et même si cette publication est confidentielle, elle a le mérite d'exister. Vous passez plus tard 3 ans à Budapest, où vous flânez, vous jouissez d'une forme d'anonymat. Et en 2013, vous publiez Sombre Dimanche, pour lequel vous remportez le prix Inter. Et là, il y a un tournant dans votre carrière. Vous arrêtez vos études et vous décidez de ne pas finir votre thèse et prenez le risque de perdre votre place dans l'enseignement pour vous consacrer à l'écriture, puisque vous êtes indépendante financièrement. Et j'aime beaucoup cette ligne de votre biographie parce qu'elle pose la question du renoncement. Une question qui est d'ailleurs primordiale, centrale, je dirais, dans votre œuvre, qui, à mon sens, ne renonce jamais à rien, justement. En fait, beaucoup des choix que j'ai faits dans ma vie sont des choix qui visent à préserver l'écriture en amont, le plus tôt possible, en fait. C'est-à-dire, je sais... Aujourd'hui, c'est plus pareil. Aujourd'hui, ma situation, elle est très différente. Je pourrais faire les choses autrement, mais quand j'avais 20 ans, c'était difficile pour moi de préserver mon temps d'écriture. Parce qu'il y avait quelque chose d'extrêmement vaniteux, d'extrêmement prétentieux dans le fait de dire à des gens, que ce soit des gens qui me proposaient un travail, donc généralement lié au théâtre, ou des amis qui voulaient discuter avec moi, leur dire « je peux pas, j'écris », c'était compliqué. Je me disais, mais tout le monde va se dire, mais pour qui elle se prend ? C'est pas non plus comme si c'était Faulkner. Et donc mon temps d'écriture, il a toujours été un peu comme ça, assailli tout le temps par des propositions multiples et par mon incapacité à me représenter en fait comme une écrivaine écrivant, ayant besoin de temps pour écrire et donc à protéger ça. Ce qui veut dire que plutôt que d'avoir à répondre non, j'ai pris en amont des décisions pour pouvoir écrire. La question d'avoir une carrière à côté de l'écriture, par exemple, j'ai toujours eu peur de ne pas être capable de protéger l'écriture contre ça. Surtout que l'enseignement, puisque c'était la carrière à laquelle je me destinais, c'est quelque chose que j'aime. Et donc je me disais, en fait, si j'enseigne, je vais vouloir le faire bien. Je vais passer mon temps à les préparer, mes cours, à essayer d'inventer d'autres activités qui vont permettre aux étudiants et aux étudiantes d'interagir davantage. Je vais faire ci, je vais organiser cette sortie, organiser cette rencontre avec un auteur ou une autrice, etc. Et je ne vois pas comment je pourrais garder mon temps libre pour l'écriture. Donc en fait, prendre le risque de ne pas avoir de travail, c'était plus sûr d'une certaine manière. C'était plus sûr pour l'écriture.
Et avec les enfants, je me suis aussi beaucoup posé la question de est-ce que c'est possible en fait de continuer à écrire en étant mère. Et je me suis dit, j'ai qu'à juste pas me mettre dans la situation, en fait. Comme j'ai pas de désir d'enfant, j'ai qu'à ne pas créer de dilemme entre, choisir entre l'écriture ou être une bonne mère. Me dire, non, je vais juste pas être mère. Et ça va aussi protéger l'écriture. Et... Donc ça non plus, finalement, ce n'est pas un renoncement. Non, c'est pas un renoncement. Ouais, il y a peut-être un renoncement que vous avez fait quand même. C'est celui d'être une grande styliste. Vous avez dit, je crois, que vous aviez le souci d'une langue fluide et traversable. Et il va d'ailleurs vous conduire à accepter que vous n'êtes pas une grande styliste. Je me suis demandé comment on prend conscience qu'on n'est pas une grande styliste. Comment on fait ce deuil-là? À quel moment vous vous êtes dit, bon, allez. C'est une histoire qui est pleine de revirements, celle-là, je pense. Parce que pendant mes études, que ce soit la branche littérature ou la branche théâtre, j'ai appris quand même une certaine manière de présenter les textes qui étaient téléologiques et qui évoluaient donc pour la littérature vers le nouveau roman et pour le théâtre vers le théâtre post-dramatique. Et donc en fait, on arrivait à un dépiautement absolu. Le roman a plus d'intrigue, il a plus de personnages, il a plus de lieux, il a plus de situations. Et c'est pareil pour le théâtre, qui n'a... La déconstruction totale, quoi. Exactement. Ouais. Et du coup, il reste quoi? Il reste une surface de langage. Et c'est ça qu'on travaille. Et donc, c'est très important, s'il nous reste que la surface de langage, de la travailler le mieux possible et d'être capable d'en tirer des choses folles. Et donc, moi, entre mes 17 ans et mes 25 ans, peut-être, je me débattais un peu contre ça, parce que j'étais persuadée que c'était ça qu'il fallait faire, qu'il fallait exploser les vieux bateaux crevés, comme disait Rob Grillet, et puis travailler la surface de la langue. Et en fait, c'est quand je vivais à Budapest, j'ai écrit un spectacle pour enfants qui s'appelle Un ours of course avec le musicien Lawrence Williams. Et dans cet acte très simple de raconter une histoire... Alors, non, je dis très simple, mais dans cet acte apparemment très simple, j'ai réalisé que je ne savais plus le faire. C'est-à-dire que la chose qui m'avait enfant attirée vers l'écriture, le pouvoir de raconter des histoires avec mes sœurs ou pour mes sœurs, je l'avais perdu, que ça nécessitait des outils que j'avais un peu méprisés, en me disant genre ça c'est poussiéreux, ça c'est avant, et ça justement ça c'est trop facile, il faut qu'on déconstruise, il faut qu'on fasse plus élaboré, il faut... Tout à coup, je me suis dit, ah non, il faudrait peut-être que je réapprenne cette manière de faire. Et quand je me suis emparée, en fait, à la suite de ça, après avoir écrit un ours of course, en fait, j'ai commencé à travailler sur Sombre Dimanche et puis plus tard sur l'art de perdre. C'est-à-dire quand je me suis emparée de sujets qui brassaient des données historiques assez complexes, une époque assez vaste, je me suis dit... Là, j'ai tellement d'informations à faire passer en même temps que j'essaye de créer des situations qui sont émotionnelles, qui sont sensuelles, qui sont des expériences de lecture où quelque chose nous passe sous la peau. Du coup, je peux pas faire la maline avec la phrase qui apparaîtrait. Voilà. Ouais. Je me suis dit, il faut que j'assomme pas le lecteur ou la lectrice avec tout à la fois, c'est-à-dire voilà l'histoire, voilà ce que j'ai fait à la grammaire, voilà par ailleurs cette information sur l'armée rouge en Hongrie. Et donc j'ai commencé à travailler pour avoir cette langue qui soit plus fluide, qui soit plus traversable. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est plutôt ça ma place. Je suis partie en me disant, genre non, je suis une autrice contemporaine qui travaille la surface de la langue et je réapprends à raconter les histoires, mais c'est contre ma nature d'autrice. Et finalement, je me suis dit, ah non, pas du tout, c'est l'inverse. L'endroit où je suis à ma place et ce qui me vient naturellement, c'est le fait d'essayer de trouver une voie narrative qui dise quelque chose comme « Il était une fois ». Alors, l'art de perdre, puisque vous le mentionniez, c'est un roman que vous avez publié en 2017 pour lequel vous remportez le prix Goncourt des lycéens. Il retrace le destin d'une famille kabyle sur 3 générations, des années 40 à nos jours. Dans la première partie, l'histoire du grand-père Arki, contraint de fuir son pays à l'heure des règlements de compte, à l'indépendance en 62. Dans la deuxième partie, Hamid, le fils, traumatisé par les camps d'accueil des Bouches-du-Rhône, insalubre et surpeuplé, qui fera, lui, des études, se politisera et épousera une Française. Et enfin, Naïma, sa fille,
qui cherche sa place dans cet héritage. Vous ne cachez pas que c'est relativement autobiographique, enfin, c'est très proche de votre histoire. Avec le recul, vous en arrivez à reconnaître le contentement d'avoir participé justement à éclairer l'histoire et le sort des harkis, mais aussi d'avoir pris en otage un lecteur quelques heures pendant que des hommes meurent de faim et des femmes se font violer. C'est l'idée que vous aviez introduite un peu plus tôt dans notre conversation. Est-ce que tout cela fait écho avec l'actualité ? Je pense que j'ai toujours cette peur quant à l'art de perdre, que les choses qui sont entendues, les choses qui sont comprises par la lecture de ce livre, elles restent cantonnées au passé. C'est beaucoup plus facile de reconnaître des torts, des atrocités et des inhumanités 60 ans plus tard. Et ce que je voudrais, moi, c'est que ce soit vu en miroir avec aujourd'hui, en fait. Mm-hmm. Pendant très longtemps, je m'étais dit que L'Art de perdre, c'était un livre que j'allais écrire à un moment donné dans ma vie, mais probablement plus tard. Je comptais l'écrire, je sais pas, à 50 ans, ça me paraissait être un bon âge, par exemple, pour faire ce livre-là. Donc, comme vous l'avez dit, très inspiré de l'histoire de ma famille. Et Naïma étant très proche de vous. Finalement, Naïma est peut-être moins proche de moi que Hamid n'est proche de mon père ou que Ali n'est proche de mon grand-père. Parce que le fait de devoir créer un personnage qui soit pas exactement moi pour réussir à m'y intéresser et à la traiter avec tendresse crée des écarts entre elle et moi qui sont pas forcément présents pour les autres personnages. C'est assez balèze quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de recul aussi dans la façon dont Hamid et le grand-père, d'avoir consacré comme ça de longs chapitres à des gens que vous connaissez aussi bien, d'avoir eu le recul de pouvoir écrire de leur point de vue, c'est assez... c'est parce qu'en fait, on croit qu'on les connaît, enfin parce qu'on les fréquente, mais quand il faut passer à l'épreuve de l'écriture et qu'on se dit, en fait, c'est quoi grandir sur un sommet de montagne dans la Kabylie des années 50, ça crée quoi, en fait, comme manière de penser, le lien, la manière qu'on a de voir le monde quand on évolue dans un système d'agriculture traditionnelle, extrêmement déterminé par les cycles des saisons, la machine a très peu de place, quand on évolue dans un village qui a des logiques claniques, en fait, où donc on se pense rarement en tant qu'individu, mais en tant que membre d'une famille, en tant que notable du village, en tant que partie de quelque chose. Et comment on crée des personnages, en fait. Comment on crée des personnages avec des systèmes de pensée qui ne sont pas du tout ceux avec lesquels on a grandi, évolué, ou tout simplement cette question, comment je fais pour créer des personnages qui sont analphabètes, alors que la lecture et l'écriture sont une telle partie de ma vie que je ne conçois pas ce qu'est une vie sans lire. Enfin, comment je fais pour éviter que ce soit juste une soustraction. Je crée un personnage qui va avoir cette capacité à lire, et puis du coup, je la soustrais au fur et à mesure. Je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de passage où la personne lise. C'est pas une manière de faire. Donc il y a toute une construction d'écrivaine qui fait qu'à la fin, c'est pas écrire sur ma famille. C'est mettre en place toute une machinerie d'écriture qui me permet d'écrire sur des personnages dont la vie a été tellement éloignée de la mienne sans avoir de point de vue surplombant ou de jugement quelconque. C'est l'histoire dont vous héritez. Vous n'héritez d'ailleurs pas que de cette histoire, vous héritez aussi de certaines peurs. Naïma fait la liste d'ailleurs des peurs dont elle a hérité de son père. Cette liste grandit après les attentats et les amalgames. Quelles sont les vôtres aujourd'hui ? Peut-être vous pouvez nous faire juste 2-3 des peurs dont vous avez hérité et nous raconter où vous en êtes aujourd'hui de ces peurs. La peur de faire des fautes. Alors, dans L'Art de perdre, je dis de faire des fautes de français, mais en réalité, c'est pas uniquement les fautes de français. C'est de pas avoir les codes de la bonne société de manière plus large, et que, dans mon cas, ce soit rattaché à mes origines et au fait que, vraiment, les Arabes, ils savent pas se tenir. Voilà, le fait de se dire, si moi, je fais une faute de grammaire, ou si moi, je mange, je sais pas, avec la mauvaise fourchette, ça va être interprété d'une manière différente de la façon dont les autres, eux, se sortiront de ce mauvais pas. En fait, cette idée, en général, que une personne, les actions d'une personne impactent toute la communauté, c'est une peur. Donc une grande responsabilité aussi. Oui,
c'est une peur de fille d'immigrés définitivement. Enfin, le fait de se dire si un Arabe quelque part fait quelque chose en France, on va tous payer derrière. Le fait que la représentation des Arabes va devenir quelque chose de plus dur, Et ça va aussi avec délétère. cette responsabilité que vous avez du travail bien fait, de faire énormément de recherches. Je crois que vous avez même parfois peur de signer des contrats avec les éditeurs parce que ça pose un engagement et vous n'êtes pas toujours sûr d'où vous allez. Donc on sent qu'il y a vraiment un truc en fait, une grosse pression que vous vous mettez. Ouais. Il y a cette chose, enfin, personne m'attendait. Hein. Donc, à partir du moment où j'ai décidé que moi, je voulais prendre cette place, la question, c'est pourquoi je voulais la prendre. Et je ne veux pas la prendre pour une gloire personnelle. Ouais. Mais ça, Alice, c'est tous les écrivains. Personne n'attend aucun écrivain. Non, mais il y a des choses qui sont plus faciles. En plus, vous êtes normalienne. Vous avez fréquenté plein de gens qui sont assurés de leur place dans ce milieu et qui pourtant ne finissent pas par écrire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Parmi tous ceux que vous avez fréquentés à Normal, il y en a finalement très peu qui écrivent, vraiment. Alors, c'est vrai, mais j'ai aussi rencontré des gens pendant ces études de lettres, que ce soit en prépa ou à l'ENS, de gens qui grandissent en fait en connaissant la moitié du milieu éditorial parisien. Donc, en fait, qui se disent que si un jour ils écrivent, ou quand un jour ils écriront, selon la manière... Sauf qu'ils ne le font pas, Alice. Non, c'est sûr. Mais il y a cette chose qui est... Si un jour j'écris ou quand j'aurai écrit, je vais passer mon manuscrit à un tel qui travaille chez Gallimard, à tel ami de mes parents qui travaille ici, qui machin. Il y a une sorte de familiarité du processus. Alors que quand on se pose la question de pourquoi moi je veux essayer d'entrer dans ce milieu que je connais pas du tout, ben oui, je trouve qu'on se met plus la pression, on se met plus une responsabilité de se dire si je vole. Parce que parfois c'est comme ça que c'est même pas juste on m'attend pas, c'est je vais devoir prendre une place qui devait être réservée à quelqu'un de plus légitime. Et donc si je pique cette chose, si j'arrache le tapis sous les pieds, c'est pour faire quoi ? C'est pour dire quoi ? C'est pour écrire quoi ? C'est pour raconter quoi ? Bah, il faut se donner les moyens de se sentir légitime. C'est intéressant ce que vous dites. Donc tout le monde n'a pas sa place, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour tout le monde finalement sur cette estrade. Non, et je pense qu'en plus, ce monde, il est construit... pour que tout le monde n'y ait pas accès. Voilà, et pour que les gens sentent que tout le monde n'y a pas accès. Enfin, les logiques de prix, là, on est en train d'enregistrer pendant la semaine d'attribution des prix d'automne. Les logiques de prix littéraires, c'est quelque chose qui crée l'impression que la littérature, c'est comme Highlander, et qu'à la fin, il ne peut en rester qu'un. Alors qu'on a envie de dire... Enfin, on a tous des bibliothèques sur lesquelles il y a plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de livres. On sait que... A priori, ça cohabite très bien ensemble, les différents auteurs et autrices. Mais non, les Grands Prix d'automne nous font croire que non. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Et à la fin, on dit qui est l'ultime. D'ailleurs, ça a changé quoi, la reconnaissance pour vous ? Ça vous a calmé ou ça vous a mis encore plus de pression ? Je suis obligée. En fait, c'est difficile à voir. Je dois avouer que j'ai un peu des œillères sur moi-même par moment. Quand je parle avec mes amis de longue date, ceux qui ont été à côté de moi ces 20 dernières années, et quand je relis mon journal intime, que j'ai beaucoup tenu, en fait, là c'est beaucoup plus sporadique, mais entre mes 15 et mes 25 ans, c'était quelque chose qui était très très présent dans ma vie. Je suis obligée de voir, et dans ces discussions et dans ces relectures, que quand même j'ai été hantée par la peur que on me laisse pas écrire, qu'on me donne pas ma place, qu'on m'accueille jamais, et que je sache pas du coup, quelle place donner à ça. Si c'était pas quelque chose qui était reconnu, jamais, nulle part, qu'est-ce que j'allais faire de ça, putain, parce que pour moi, ça a jamais été pensable de me dire ce sera mon hobby du dimanche après-midi. Et donc, il y a cette peur, quoi, tout le temps il faut que je réussisse à trouver une autre place pour ça, à faire une autre place pour ça. Et du coup, ouais, ça m'a calmée. Évidemment que ça m'a calmée, la reconnaissance. Aussi, enfin, tout simplement, ça m'a calmé le fait de faire que ça, en fait. C'est moi qui décide. Et évidemment que ça m'a calmé le fait de pouvoir faire uniquement ça et de plus faire mes comptes tous les mois pour savoir combien de temps ça va tenir et combien de temps je vais m'en sortir. Et est-ce que mon banquier va m'appeler pour me dire que je suis encore à découvert ? Évidemment que c'est plus serein. Une vie où on se dit, bah non, en fait, là, j'ai pas de question d'argent. Je peux continuer à vivre que de mes activités artistiques.
bah tu m'étonnes que je sois plus calme. Naïma, justement, de son père, elle a hérité de son besoin de se réinventer pour avoir l'impression d'exister pleinement. J'ai l'impression que c'est exactement ce que vous venez de dire. Peut-être qu'il est là le lien, en fait, entre cette quête de singularité et de déconstruction permanente qui est la vôtre. Encore une fois, parfois, j'ai vraiment l'impression que je suis pas la meilleure personne pour y répondre. Ouais. Quand Naïma annonce à son père qu'elle part en Algérie, je dis Naïma, mais je pense un peu à vous, parce que je pense que cette scène a vraiment existé. Son père lui répond « Est-ce que je peux te l'interdire ?» Cet aveu sacralise la question de l'impossible retour, celui du père. Et il m'a semblé aussi qu'il représentait, en fait, c'est un peu audacieux ce que je vais vous dire, mais j'ai eu l'impression que ça représentait aussi une forme de transgression d'une fille vis-à-vis du père, en tout cas de pénétrer le territoire intime de son père. Évidemment qu'il est aussi le vôtre, il vous appartient, puisque vous en avez hérité de cette histoire. Mais je me suis dit que c'était la prolongation d'un syndrome d'Oedipe, en fait, ce livre. Ça montre en fait les différentes choses que peut être un pays. L'Algérie, c'était quelque chose de beaucoup plus intime. Quand on disait Algérie, c'était très très peu le pays, le vrai pays de l'autre côté de la mer. L'Algérie, c'était un des noms du passé. L'Algérie, c'était un des noms pour l'enfance de mon père, qui était quelque chose de très mystérieux pour nous. L'Algérie, c'était vaguement l'appartement de ma grand-mère, le fait qu'il existe plusieurs langues dans la famille et que tout le monde ne les parle pas correctement et que donc les réunions familiales de la famille paternelle, c'était un peu une tour de Babel qui nécessitait des traducteurs et des traductrices. C'était le fait d'avoir un nom de famille qui commence par un Z. Et en fait, il y a un moment donné où il se crée un hiatus entre l'Algérie interne, intime, et l'Algérie du dehors. C'est-à-dire, si l'Algérie, ça reste l'enfance du père, alors oui, bien sûr, le père a le droit d'être le cerbère de l'Algérie. Le père a le droit de dire « tu ne traverses pas, en fait, tu ne passeras pas cette porte. Ceci est à moi, et en fait, tu mets pas le pied dedans. » Mais si l'Algérie est un vrai pays, alors Naïma peut dire « bah non, en fait... Ouais, mais si je vous parle de tout ça, Alice, c'est parce que je pense que s'il disait ça, c'est parce qu'il avait peur. On est encore dans cette peur. Bien sûr. Il vous interdisait d'y aller parce que ça lui faisait peur, en fait. Ce que j'ai aimé dans le fait que vous lui ayez tenu tête et que vous ayez écrit ce bouquin, c'est quelque part, vous forciez la porte du fort intérieur de votre père, justement, et de cette peur, pour, j'imagine, vous en affranchir. Pour toute la famille, en fait, pour lui aussi. Et c'est ça qui m'a frappée dans ce bouquin, bizarrement. C'est pas l'aspect politique, ni même celui de la mémoire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était une manière de le faire sans le faire, enfin, ou une manière de forcer le passage sans être trop brutal. En tout cas, moi, je me représentais ça comme ça. À un moment donné, je me suis dit, en fait, de toute façon, c'est pas possible de vivre avec ce grand trou, là, ce grand vide, ce cratère au milieu du récit, au milieu de l'histoire. Je vois bien qu'en fait, on est en permanence en train de construire des petits filets d'histoire par-dessus ce grand trou pour réussir à s'en sortir avec mes sœurs, avec mes cousins, les générations d'après ou les plus jeunes de mes oncles et tantes. Donc de me dire, en fait, à un moment donné, soit je force la parole, et ça me paraissait très brutal, de forcer quelqu'un qui avait décidé de ne pas parler de ça, de ne pas transmettre ça, et qui, quand on le poussait un peu dans ses retranchements, disait « je ne me souviens plus de rien », forcer la parole à sortir, ça me paraissait trop fort. Et du coup, écrire quelque chose en se disant, bon, bah, c'est pas ce qui est arrivé précisément à la famille, mais c'est une histoire qui pourrait être celle de ma famille. C'est une histoire qui reprend les quelques points que moi, on m'a transmis et qui tisse une possible histoire de ma famille. Et cette possible histoire de ma famille, on peut la partager. Et en fait, ce sera mieux que le silence. Ça nous permettra d'avancer. La poétique, celle d'Aristote plus particulièrement, vous dites, c'est un excellent moyen de comprendre quelle est la forme du récit sur laquelle se sont basées nos sociétés occidentales. Le récit algérien, il a profité à qui ? Ça dépend sur quel champ de bataille on se place. Parce que la question du récit algérien, en fait, si on se place en Algérie, qui a remporté la grande bataille du récit ? Le régime des généraux, évidemment. Celui qui est encore en place aujourd'hui, qui refuse de passer la main et qui a construit, encore une fois, un récit d'hommes grandioses, de guerre, de situations qui se règlent par les armes, dans des actions héroïques.
avec les harkis dans le rôle de traîtres, mais alors de traîtres qui sont tellement agrandis dans leur traîtrise qu'ils ressemblent à des méchants de Shakespeare, quoi, qui meurent en disant « j'ai tué 1000 hommes et mon seul regret est de ne pas en avoir tué 1000 de plus ». Quand le régime algérien parle des harkis, on a l'impression que c'est ça, enfin, c'est des hommes et des femmes, enfin, surtout des hommes d'ailleurs, les femmes elles sont exclues du récit, qui étaient nés pour trahir, pour tuer, pour faire mal, et puis qui se cachent dans les forêts en se frottant les mains et en attendant la prochaine victime. Ça, c'est pour le récit algérien, en Algérie. Ouais. Et du côté français, en fait, y a un peu un problème parce qu'on ne sait pas très bien, parce que personne ne veut raconter l'histoire d'une guerre perdue, et que du coup, on ne sait pas. Enfin, le silence paraît une meilleure option que raconter la défaite, que la France a évidemment beaucoup de mal à entendre des histoires qui présentent la guerre d'Algérie comme une guerre glorieuse d'indépendance, qui présentent le FLN comme les gentils, pour simplifier, alors que, en fait, pour une partie de la classe politique française, ce sont encore des terroristes. Et donc, on ne parle même pas d'une armée ennemie, quoi. On parle de terroristes. Donc, c'est très compliqué. Donc, une partie des histoires algériennes ne peuvent pas être entendues en France et ne sont pas publiées, d'ailleurs, si on parle de livres. Donc, en fait, en France, le récit algérien, il est encore beaucoup porté par des pieds noirs et des descendants de pieds noirs. Et donc, ça fait exister une Algérie qui n'est pas une Algérie des Arabes, des Kabyles, de ceux qu'on appelait les indigènes ou les Français de souche nord-africaine ou par anticipation, les Algériens, en fait. Donc, il y a des histoires très différentes. Et sur la question des harkis, les seuls qui portent une histoire, enfin qui ont porté une histoire pendant des décennies, c'est l'extrême droite. C'était aussi une des raisons pour moi d'écrire L'Art de perdre, c'est de se dire, c'est une partie de la population à qui on a collé une étiquette, celle de harki, une étiquette qui apparemment se transmet par le mariage, par le sang. Enfin, les femmes de harkis sont harkis, les fils de harkis sont harkis, les petits-fils et les petites-filles, dans mon cas, de harkis sont harkis. Et par ailleurs, les gens qui ressemblent à des harkis sont harkis. Comme bien même, ils n'auraient pas travaillé pour l'armée française en tant que harkis. Et donc voilà, c'est ces gens à qui on colle cette étiquette-là et dont personne ne parle, à qui personne ne donne la parole, sauf l'extrême droite, pour prouver que la colonisation avait des bienfaits et que ces gens existent en fait parce qu'ils aimaient passionnément la France. On nous dit, voilà, les harkis sont la preuve que les populations indigènes avaient un amour inconditionnel pour la France. Bon, dans ces cas-là, c'est très compliqué de faire exister une autre histoire. Quand c'est le cadre posé au récit, quand à chaque fois qu'on utilise ce terme-là, quand on dit « je suis petite fille de harki », quand on dit « mon grand-père est arrivé dans un camp, mon père a grandi dans un camp », quand on sait que tout cet imaginaire-là, il est colonisé par l'extrême droite et qu'avant de pouvoir utiliser chaque mot, il va falloir un peu le nettoyer de tous les préjugés, de toutes les représentations, de toutes les sédimentations de sens qui se sont déposées dessus, c'est dur, quoi, de raconter une histoire familiale. Et du coup, ça prend 500 pages. Avec votre père, vous lisez de la science-fiction. Avec votre mère, plutôt des romans du 19e qui dénoncent l'injustice. Votre mère, donc, est française. Elle a moins d'angoisse, vous dites, sans doute parce qu'elle n'a pas connu l'exil, qui propulse en fait tout être humain dans une angoisse, je dirais presque perpétuelle. Au fond, j'ai l'impression que votre père, venant du drame, n'a pas la même responsabilité de le comprendre que votre mère. C'est intéressant quand même que votre sens de l'injustice, j'ai l'impression qu'il vient de votre mère, qu'elle vous a un peu plongé dans ces romans du 19e avec ce sens de... Vous voyez ce que je veux dire ? Avec votre père, c'était plutôt une influence science-fiction, plus entertainment, justement. On aurait pensé l'inverse. Je pense aussi que ça vient d'une répartition genrée de la lecture. Que mon père, petit garçon ou adolescent dans les années 70, a été beaucoup plus exposé à tous les pulps, les magazines qui proposaient des histoires de science-fiction et que les garçons du quartier se partageaient entre eux, attendant les épisodes de la semaine d'après, etc. Et que oui, quand il a pu acheter ses propres livres, c'est quelque chose qui s'est reporté sur les grands romans de science-fiction, les grandes sagas, etc. Mais qui vient de ses lectures pour petits garçons de son époque. Mon père est un lecteur de son époque très fortement. Et oui, en effet, il y a quelque chose dans l'idée, je pense que la littérature est aussi un lieu de recherche de justice sociale qui me vient des lectures... Parce que vous êtes vraiment le mélange des deux, je trouve. Ouais. Je pense que vous êtes vraiment le fruit de ces deux
c'est deux choses, quoi. Ouais, mais complètement. À des dosages différents chez mes sœurs et chez moi, mais c'est quelque chose qu'on recalcule en permanence. Savoir ce qu'on a pris de l'un et ce qu'on a pris de l'autre, et à la fois pour les goûts et pour les peurs. Et les valeurs aussi. Ouais. Ouais. Vous parliez tout à l'heure de l'injonction à penser au lecteur, que c'était très important pour vous, surtout sur le récit de l'histoire de votre famille. Lorsque vous écrivez votre premier texte à 16 ans, déjà vous vous demandez, est-ce que le fait que j'ai envie d'écrire quelque chose justifie de l'écrire ? Et votre mère vous répond, pense au lecteur avant de penser à toi. C'est à elle que vous pensez quand vous écrivez. Pour qui écrivez-vous d'ailleurs ? À qui pensez-vous quand vous écrivez ? Ça défile beaucoup, en fait. J'ai pas de représentation de lecteur ou de lectrice type, et je pense pas non plus ni à des gens qui existent dans mon entourage, ni j'ai plusieurs amis qui m'ont confié avoir ce fantasme-là d'une sorte de table ronde d'auteurs et d'autrices adorés et pour certains décédés, mais qui seraient là en train de lire leurs pages et de se dire genre c'est pas mal. Et moi, j'ai pas ça. J'ai une sorte de voix intérieure non identifiée qui, dans les moments d'exaltation comme ça, est une sorte, de personnage inventé, quoi, de réception du truc, et qui dit « J'ai jamais lu quelque chose comme ça, c'est extraordinaire, ce roman extraordinaire. » Donc, il y a ce passage sur gna 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 qui est vraiment très bien fait. Et puis, dans les moments de non-exaltation, parce que ça arrive aussi beaucoup en écriture, je suis confrontée à moi. C'est-à-dire, c'est pas une idée d'une réception imaginaire, c'est moi qui me dis « T'as écrit de la merde. Là, t'as passé ta journée à travailler. Tu t'es arraché les cheveux et c'est nul. » Et pour en revenir à la question, ma mère, j'y ai pensé dans un cas particulier, qui est « Je suis une fille sans histoire ». Parce que ma mère, elle m'a transmis un rapport à l'artisanat, à la fabrication, au fait de savoir faire des choses avec ses mains, de savoir coudre, de savoir cuisiner, de savoir dessiner. Ouais, vous avez cette phrase que j'aime beaucoup, il faut apprendre à finir les textes en se défaisant de l'idée de l'inspiration qui va venir vous aider à finir. Écrire, vous dites, c'est faire le boulot parfois pénible d'artisanat, justement. Ouais. J'aime beaucoup cette idée, parce que je pense que c'est vraiment ça, de mettre les mains dans le cambouis, quoi. Exactement. Voilà. Et je crois qu'il y a une énorme partie d'artisanat, de faire, de bricolage, de réparation dans l'écriture, quoi. Et dans « Je suis une fille sans histoire », je me disais, j'ai envie, au-delà de la représentation un peu artistique, fantasmée, l'inspiration, le poète voix des dieux, toute l'idée platonicienne de ça, de dire... j'ai envie de montrer c'est quoi le cambouis en termes de mots, de syntaxe, de narration. Et j'ai envie de pouvoir partager ça avec ma mère, qui m'a appris à aimer fabriquer et qui sait pas exactement ce que je fais quand j'écris. Dans L'autre moitié du monde, d'ailleurs, le titre que vous empruntez à Christian Garcia, qui déplore que les livres avec lesquels il a grandi occultent toute une moitié du monde, justement, vous prolongez un récit sur le récit et vous sortez du schéma narratif classique une fois de plus et déconstruisez l'architecture du storytelling et vous questionnez justement la place de la femme dans le récit. Ça suit aussi comment honorer votre mère aussi, d'une certaine manière. On en revient à ce dont on parlait tout à l'heure. Historiquement, comme les existences de femmes, elles sont pas dotées de la même agentivité que celles des hommes. Que ce sont des existences qui sont beaucoup plus domestiques, qui sont dans des espaces plus restreints, avec des capacités d'action qui sont plus restreintes. Si on a un schéma narratif qui nous dit non, en fait, il faut raconter des histoires de personnes puissantes, capables, par leurs actions, de faire, d'opérer des revirements du bonheur au malheur, du malheur au bonheur, toute la péripétie, quoi, aristotélicienne dans sa définition. Bah, si on dit c'est ça qu'il faut raconter, bah, en fait, on va raconter que l'histoire des hommes. Ou alors l'histoire de quelques femmes qui ont la puissance des hommes, donc soit des exceptions historiques, soit des fantasmes du futur, type Captain Marvel, de se dire voilà, ça c'est une femme qui est surpuissante, donc en fait on peut raconter son histoire puisque elle est capable d'opérer des revirements, quoi. Et moi, ce que je veux raconter, c'est autre chose. En fait, si c'est comme ça qu'on raconte les histoires de femmes, ça m'intéresse pas parce que je trouve que on continue à véhiculer le même sous-entendu politique qui est, de toute façon, il n'y a que les histoires de puissants qui méritent d'être racontées, qui valent la peine de nous arrêter, qui réclament notre attention. Donc, si on veut raconter
les vies domestiques, on est obligé de changer de schéma narratif. C'est tout simple. Mais votre mère, elle vous fait lire Zola. C'est pas tout à fait des récits de puissants. Ça pose la question de est-ce qu'il faut absolument s'identifier pour éprouver ? La condition humaine ne suffit-elle pas justement à éprouver toutes les histoires ? C'est est-ce qu'on a besoin de se voir présenter des personnages qui nous sont suffisamment proches pour qu'on s'identifie à eux pour c'est une question, pour que quelque chose se passe, ou est-ce que finalement le fait qu'on soit là, frères et sœurs d'humanité également faillible, dirait Paul Ricoeur, ça suffit pour qu'on crée une sorte de communauté comme ça entre les personnages, nous, toute la comédie humaine, et puis nous à côté. Ouais, c'est une question, j'ai pas la réponse. En fait, c'est une question pour moi aussi. Je dirais qu'en fait, elle se poserait pas si on était tous et toutes à égalité avec ça. Or, il se trouve qu'en fait, quand on regarde la manière dont d'autres groupes reçoivent des histoires, eh ben, ces groupes-là ont des représentations de personnages qui leur ressemblent partout, tout le temps. Et du coup, ces groupes-là, qui sont en fait majoritairement les hommes blancs, hétérosexuels, sont tellement habitués à avoir des personnages qui leur ressemblent que quand il faut s'identifier à quelqu'un d'autre ou être capable de faire un bout de chemin avec un personnage qui soit différent, c'est pas possible. Parce qu'il y a eu tellement de luxe de personnages leur ressemblant qu'il n'y a pas eu de saut de genre qui était fait. Il n'y a pas eu de saut de race, même si c'est un terme qu'on utilise très peu en français, ou d'âge. En fait, il y a toujours eu quelqu'un comme eux dans les fictions qu'ils lisaient ou qu'ils regardaient. Ce qui fait que parfois, même le rapport à des fictions où ils ne sont pas présents peut être très conflictuel. Et c'est ce que je raconte dans Toute une moitié du monde. En fait, un de mes copains irlandais, donc, qui a suivi tout son parcours scolaire dans un cursus non mixte avec que des garçons, qui me dit mais le jour où on nous a demandé de lire Jane Austen, c'était une insulte. Enfin, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on se foute de notre gueule comme ça en nous demandant de lire des histoires de meufs qui veulent se marier ? Et moi, j'ai lu des histoires de bandes de garçons tout le temps. Enfin, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, j'ai lu Sa Majesté des Mouches. C'est des bandes d'hommes qui partent faire des trucs. Et à aucun moment, je me suis dit, on m'a puni. Parce qu'en fait, j'ai aucun problème à lire des histoires de gens qui me ressemblent pas. Même, j'adore ça. Mais au bout d'un moment, on se retourne et on se dit, ah oui, toi, t'as jamais été une femme, en fait, pendant ta vie de lecteur. J'ai passé une immense partie de ma vie de lectrice à être un homme. J'ai été un mousquetaire, j'ai été un mineur de fond, j'ai été un curé de campagne. Alors là, je peux faire tous les Rougon-Macquart, j'ai été plein de trucs. Et toi, t'as jamais été ça. Et toi, tu refuses d'être Élisabeth et ses sœurs ou Madame Bovary. C'est très étonnant, en fait. Comme ça nous crée des rapports à la fiction qui sont pas du tout les mêmes. Et c'est ce qui fait que finalement, à votre question de départ, je peux répondre j'ai pas la réponse. Mais en revanche, je vois qu'il y a des inégalités et quelque chose en moi, devant l'inégalité, se dit donnez-moi ma cape et mon grand chapeau et allons les combattre. Justement, ça m'amène à la question du processus créatif. J'aimerais revenir un peu sur la fabrique et notamment sur ces fameuses journées blanches, comme vous les appelez, qui sont entièrement consacrées à l'écriture. Ouais, c'est quoi une journée type pour vous ? C'est quoi une bonne journée ? Est-ce que vous avez une routine ? Est-ce que vous vous isolez toujours ? Est-ce que c'est de plus en plus difficile de le faire ou pas ? Comment ? Idéalement, je m'isole pour écrire, par protection des autres. Parce que je sais jamais ce qui va se passer. Et c'est pas quelque chose... Enfin, je vais pas me faire posséder par un démon ou à me transformer en monstre. Mais en fait, c'est compliqué de savoir à quel moment je vais vraiment me lancer dans le dur de l'écriture. En fait, parfois, il y a des heures de début, c'est de la chauffe, quoi. Où je suis en train de faire ça dans l'espoir que la phase d'après va se déclencher et j'en suis pas certaine. Mais donc, je bouge des virgules qui n'ont pas besoin d'être bougées. Je relis des choses que j'ai déjà relues 1000 fois. Et puis, quelque chose va peut-être se débloquer ensuite. Mais est-ce que c'est une demi-heure après avoir commencé ou 2 heures ? Je sais pas. Donc, ça veut dire avoir des horaires qui sont quand même un peu flous, ce qui est pénible pour les gens de mon entourage. Il y a plein de choses qui peuvent me mettre dans des états émotionnels bizarres quand j'écris.
être satisfaite ou pas de ce que j'écris, déjà, ça suffit pour que je sorte pas à la tête de mon ordinateur avec la même capacité à être entourée. Si j'ai l'impression que j'ai gâché des heures à pas produire une seule ligne qui en vaut la peine, bah c'est compliqué d'être sociable ensuite. Si je continue à passer mon temps à réfléchir à ce que j'ai fait en me disant il devait y avoir une meilleure solution, c'est pareil, je suis pas de bonne compagnie. Parce qu'elle était violente, la phrase de tout à l'heure. C'est de la merde ce que tu as écrit. Enfin, je sais pas, Ouais. c'est minable. Oui. Et les moments de grande insatisfaction, c'est pas à attendre, quoi. Et ça va, en plus, ça déraille plus loin que ça assez rapidement. On passe de ça, c'est nul, à tout est nul, à tu es nul, à ça vaut pas la peine d'écrire, en fait. Pourquoi s'imposer cet isolement, ce truc, Et généralement, ça se calme par quoi? La persévérance? Dormir, règle numéro 1. Dormir. Toujours laisser une nuit entre le... on ne prend pas de décision sur le moment du vortex sans avoir calé une bonne nuit de sommeil. Ça vaut pour tout, hein, les relations sentimentales, la vie. Absolument. Les entretiens Sciences Po. Oui, et puis réessayer. De dormir et réessayer. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que vous racontez le travail intérieur de vous avec vous-même et la page blanche, etc. Puis après, il y a une seconde phase quand même dans ce que vous faites, qui est quand vous montrez à l'autre. Généralement, vous envoyez une V1 à votre éditeur, et pendant longtemps, vous lisiez aussi le manuscrit en entier. Enfin, votre compagnon, vous le lisez à voix haute. Je le lisais à mon compagnon. Vous le lisiez à voix haute, à votre compagnon qui commentait, etc. J'ai trouvé que c'était un luxe extraordinaire. Enfin, je ne sais pas où est-ce que vous êtes allé trouver quelqu'un capable de faire ça. Franchement, chapeau. Non, mais c'est incroyable, ce truc. Le temps consacré, la dévotion de l'autre, tout ça autour de son œuvre, donc son enfant, son bébé en plus, quoi. C'est incroyable. J'étais fascinée par ce détail. En fait, quel luxe, Alice, quand même. Oui, mais ça se présentait pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire, là, quand vous le dites comme ça, on a l'impression que j'ai eu la chance de pouvoir l'utiliser et que peu de personnes auraient fait ce travail. En réalité, c'était une sorte de service dans les deux sens. Parce que mon compagnon vivait assez mal le fait que l'écriture soit un grand moment de solitude. C'est une façon de l'inclure. Et il cherchait sa place dans ça. Et du coup, le fait de se dire, on va le ramener dans un échange vivant, c'est-à-dire c'est pas mon temps solitaire de l'écriture suivi par ton temps solitaire de la lecture dont finalement on débattrait ensemble, mais on ramène ça plus vite, quoi, à un statut de conversation. Et c'est ça qui occupe nos soirées les unes après les autres, devant la cheminée, en buvant un verre de vin. Et c'est un temps de conversation. Mais c'est pas mal, hein, c'est intéressant, parce que je pense que tous les gens créatifs qui nous écoutent, tous les créateurs, c'est une façon d'inclure l'autre, en fait. Et c'est vrai que l'autre se sent toujours exclu. C'est quelque chose que j'entends beaucoup. Et puis, en fait, il y a quelque chose, je crois, justement, quand ça passe par quand ça passe par la voix, même si concrètement je suis en train de lire quelque chose qui est écrit et que j'ai devant moi, ça a l'air beaucoup plus vivant, ça a l'air beaucoup plus mouvant. Du coup, c'est beaucoup plus facile d'en débattre sans que ce soit vexant ou humiliant. Parce que mon ex était quand même capable de retours qui étaient très durs. Mais à l'oral, c'était drôle. Je comprends, c'était peut-être moins castrateur qu'à l'écrit, finalement. De je lis et je te fais un retour après, quoi. Ouais. Je pense souligner une phrase écrite comme ça sur un manuscrit en disant ça, vraiment, cette phrase-là, c'est pas possible, j'ai honte pour toi, était un des retours possibles de Ben sur les moments où vraiment ça lui plaisait pas. Et je me dis, oui, à l'oral comme ça me fait encore rire quand je le raconte. Il aurait pointé du doigt une phrase du manuscrit comme ça, avec la preuve que j'avais écrit ça, que c'était absolument ça, et qu'il trouvait ça nul. Ça aurait été beaucoup plus blessant. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est le stylo rouge avec les paragraphes rayés, les phrases coupées comme ça peut être d'une violence inouïe, c'est le travail de l'éditeur. Et tout le monde n'est pas capable de le recevoir. Ça fait partie du métier d'écrivain. Et tout le monde n'est pas capable de vivre cette période, de repasser derrière, de réécrire, de retravailler. C'est parfois encore plus difficile que d'écrire.
de réécrire. Et ça fait partie du métier aussi. Oui, absolument. Je ne sais pas comment c'est pour les autres, mais moi, je sais qu'en fait, j'ai un problème de sous-couche, quoi. J'ai un problème d'iceberg, c'est-à-dire la partie émergée, et donc qui serait l'écriture. Elle se tient sur une partie immergée qui est les choses que j'aurais pu écrire mais que j'ai pas écrites, ou que j'ai écrites et que j'ai coupées, ou qui appartiennent à mes recherches. Et en fait, par moments, je suis incapable de savoir si ce qu'il y a au-dessus de l'eau est clair pour des gens qui n'ont pas les 9/10 de ce qu'il y a sous l'eau. Mon éditrice, c'est aussi pour ça que plus ça va, plus je lui envoie les choses vite. C'est parce que tout à coup, je lui dis, attends, est-ce que c'est clair pour toi ? Parce que du coup, moi, là, ça fait 6 mois, 8 mois, 1 an que je suis dans ce monde-là. Et du coup, chaque mot rayonne, quoi, de toutes les histoires que j'ai accumulées autour de ce terme-là, autour de ça. Mais alors, pour quelqu'un qui n'a pas vécu dans ma tête pendant 1 an, c'est quoi qu'est-ce que tu vois ? C'est le risque aussi de cet isolement, c'est qu'on s'y perd un peu. Puis l'éditeur est aussi là, il y a aussi la fonction un peu Ezra Pound de l'éditeur, qui est d'extraire les pépites, d'extraire le meilleur et de purger le reste, quoi. Je pense à T.S. Eliot et le Wasteland et tout ça. J'ai l'impression que vous avez l'écriture facile, quoi. C'est-à-dire que vous écrivez beaucoup. Je me trompe peut-être ? Ça dépend, en fait. Ça dépend des bouquins. Ça dépend des bouquins. On parlait tout à l'heure de votre compagnon qui lisait à voix haute. Vous avez poussé le vice en faisant un film ensemble qui s'appelle Avant l'effondrement. Enfin, pousser le vice, je dis ça un peu en violent. Vous n'êtes pas facile avec la fiction, mais vous êtes désintéressé de certaines formes d'histoire et de certaines formes de personnages, des récits qui reposent sur une trajectoire héroïque, c'est ce que vous disiez, et ne vous racontent pas le monde que vous éprouvez. C'est quelque chose que vous revendiquez aussi, celui de la crise écologique, celui de la crise sanitaire, celui qui repose sur un futur incertain. C'est toutes ces choses que vous racontez dans Avant l'effondrement, que vous signez avec Benoît Volney. En plus, c'est un film en 5 parties qui va évoquer plein de problématiques qui vous touchent, d'ailleurs le non-désir d'enfant aussi, puisque un de vos personnages, Tristan, le film en fait démarre en plein global warming, il y a une canicule... Et Tristan, qui travaille pour une politicienne engagée écologique, reçoit un test de grossesse positif. Il ne sait pas d'où il vient et ce qui l'angoisse profondément parce qu'il se sait potentiellement condamné par une maladie dégénérative héritée de sa mère. Et le film va devenir peu à peu un road trip pour aller essayer de rechercher chacune des femmes potentielles qui pourraient être mères de cet enfant, etc. J'ai eu l'impression que c'était un film pour les déçus de la gauche. C'est ce que dit un des personnages à un moment donné, le personnage de Fanny qui prend à partie toute la table en disant voilà, j'ai compris ce qui se passe ici, vous êtes tous des déçus de la gauche. C'est un film qui parle des angoisses face au futur et de la peur que les solutions politiques soient complètement inefficaces, soit parce qu'en fait, elles ne seront pas choisies, elles ne seront pas mises en place. Dans une logique électoraliste, elles sont trop impopulaires, elles ressemblent trop à de la contrainte, trop à une perte d'un niveau de vie auquel soit les gens se sont habitués, soit auquel ils aspirent pour s'élever du leur, soit tout simplement, même si elles étaient mises en place, se dire c'est trop tard. C'est trop tard. Dans le temps qui nous est imparti là, avant que ça se casse vraiment la gueule, on peut pas. Ouais, du coup, il y a 2 pans possibles, parce que vous parliez de ce dialogue de cette jeune femme. Donc le personnage dont vous parlez, c'est le personnage de Fanny, qui est prof de littérature dans le 93, et qui accuse Pablo, qui est une amie, potentiellement une des femmes qui serait enceinte du personnage principal, qui est Tristan, mais qui est aussi une amie de cette Fanny, son amie de toujours, qui fait de la permaculture et vit en communauté à la campagne. Elle l'accuse de tourisme de classe. Fanny, elle, arme les jeunes avec le langage démocrate et révolutionnaire. Elle est les deux, démocrate et révolutionnaire. C'est ainsi que vous vous définiriez d'ailleurs, parce que je me suis dit, tiens, je me demande si c'est comme ça qu'elle se définit, à la fois démocrate et révolutionnaire, parce qu'on sent qu'il y a un peu les deux finalement dans votre quête artistique. Oui, mais en fait, je pense qu'il faudrait inclure aussi le personnage de Pablo pour avoir une représentation de mon paysage intérieur politique. Celle qui réfute que la politique se fasse uniquement dans l'isoloir une fois tous les 5 ans, c'est ça ? Et aussi celle qui n'arrive pas à croire qu'il pourra se produire un changement politique massif, positif.
et du coup qui La vit aussi dans cette communauté, parce que pratiquer des choses, des manières de vivre ensemble et de faire les choses à une petite échelle, à 15, ok, c'est possible, mais au-delà de ça, non, on croit plus au lendemain qui chante, on croit pas à la possibilité d'une révolution, en tout cas pas à temps pour nous sauver de la crise climatique. Surtout que pour faire la révolution, vous dites qu'il faut, même pour ça, il faut être pistonné. Ça, c'est ce que dit Youssef Tadjer dans L'Art de perdre. C'est marrant, j'étais en train de retravailler sur ce passage-là la semaine dernière, parce que je travaille sur une adaptation en opéra de L'Art de perdre. Sur ce passage en particulier. Ouais, et du coup, oui, parce que en fait, ça fait partie de mes passages préférés. En fait, Youssef Tadjer, c'est un de mes personnages chéris, parce qu'il devait pas être là. Et au fur et à mesure de l'écriture, je me suis tellement attachée à lui. Enfin, dès qu'il a fait une apparition, je me suis dit, je l'aime tellement, en fait, quoi. Cette espèce de petit gamin pauvre qui est toujours en train de courir d'un bout à l'autre du truc, de faire des magouilles, qui a une insolence folle, qui est à la fois le héros des enfants et cette espèce de petit djinn qui vient embrouiller les adultes. Et ouais, il n'a pas arrêté de grandir. Et donc, un peu comme vous, d'ailleurs. Finalement, vous démarrez sur vous-même avec dans cette espèce d'insularité, j'ai envie de dire, même si vous êtes entouré. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans le travail, petit à petit, vous allez vous ouvrir, collaborer plus aussi, jusqu'à même aller carrément co-créer ce que vous faites de plus en plus. Et avec toutes ces questions, cette espèce de cette contradiction, en même temps, cette espèce de chose un peu... cet idéal peut-être entre la vie de communauté, l'individualité à son paroxysme, la démocratie et aussi la révolution. Ouais, ça fait beaucoup de tension, mais je crois que plus ça va, plus je vis harmonieusement avec. Je pense aussi que j'ai grandi avec cette idée, et c'était la même chose pour mes activités professionnelles, enfin, qu'il y avait beaucoup trop de slash dans mes identités, que j'étais voilà, étudiante en thèse, / chargée d'enseignement, / autrice, / dramaturge, / assistante de mise en scène, / et puis démocrate, / révolutionnaire, / complètement désabusée, / optimiste chaque fois au réveil malgré tout, quand bien même je pense que ma raison me dit que c'est la misère. Il y a quelque chose d'une force de vie qui me dépasse. Et où je me disais, je sais pas, genre grandir, c'est perdre une partie des slash. Au bout d'un moment, il y a une sorte de choix qui va se faire, ça va s'amenuiser. Ouais, et c'est pas vrai. En fait, on garde tous les slash. Dans mon cas, on garde tous les slash et on apprend à jongler avec. Il vous arrive de glander ? Ouais, beaucoup. Ah, quand même. Ça me rassure. À votre avis, qu'est-ce qui se dégage de cette conversation ? Parce que c'est un peu comme dans votre travail. On a parlé de tellement de choses. Je me suis demandé quel est le fil rouge de notre conversation. Il y a quelque chose qui vous a interpellé ? Non, j'ai toujours peur de partir dans trop de directions à la fois. On était en train de parler de la coexistence des slash. Parfois, je me dis, pour réussir à tout faire tenir ensemble, peut-être qu'il faut des formats plus longs. Et je parle pas simplement du format du podcast, mais par exemple, c'est quelque chose que je vois aussi chez mes lecteurs et mes lectrices. Ça fait 15 ans, plus de 15 ans que je publie. Ça fait 20 ans, en fait. Ça fait 20 ans que je publie. Et pour les gens qui suivent mon travail depuis tout ce temps-là, j'ai l'impression que c'est plus clair qui je suis et ce que je fais et pourquoi mes livres se ressemblent pas entre eux, et de tirer un fil rouge qui est pas une évidence, en fait, qui est pas un truc, je sais pas, une sorte de genre littéraire qui se répéterait, qui serait très précis, où on se dirait, ah oui, Alizée Nitter, c'est la meuf qui fait ça. Et que dans le temps déployé, finalement, en 20 ans d'activité artistique, je me dis, j'arrive à avoir fait plein de choses sans m'éparpiller, et je crois que les gens qui ont eu plusieurs années pour le voient aussi. Mais quand il faut recouvrir ça en 1 heure de conversation, à chaque fois, je me dis, genre, est-ce que ça fait du sens, ou est-ce que j'ai l'air d'un porc-épic qui envoie des aiguilles dans toutes les directions ? J'ai toujours peur de ça. Moi, je pense qu'on a réussi quand même dans cet entretien à expliquer
certaine des origines de ce fonctionnement, de cette ambition qui est la vôtre, de faire un maximum de choses, d'essayer, de ces peurs aussi qui convoquent cette énergie. C'est ce qui m'a le plus touchée, je crois. Il y a des choses, des phrases, des passages de ce que vous avez écrit qui demeurent intemporels, justement. Je pense à celle-ci en particulier, parce qu'elle fait écho avec l'actualité. Un massacre ne disparaît pas face à l'ampleur de ce représailles et la loi du talion, dans les variations sans fin de ses applications. Il ne fait que multiplier les bornes et les édenter, sans que jamais l'œil resté valide de la première victime ne forme une paire avec celui de la seconde. Et là, bon, il m'incombe de trouver un subtil moyen de placer Camus et son « Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère ». C'est aussi quelque chose auquel je pense beaucoup depuis un mois, en fait, depuis que la guerre a commencé entre Israël et la Palestine, et au fait que la stratégie de violence qui est déployée par le Hamas dans le but d'attirer une répression qui soit encore plus violente et qui permettrait en fait de rallier de nouveaux partisans à sa cause. En fait, c'est la logique qu'a utilisé le FLN, c'est la logique qu'avait théorisé Ho Chi Minh. En fait, c'est quelque chose qu'on connaît et qui est absolument terrifiant parce que ça se fait sur les corps écrasés et de la population attaquée et de la population qu'on offre en pâture aux représailles. Et il y a quelque chose de terrifiant de voir les schémas se répéter sans avoir de meilleure porte de sortie. Quand tout à l'heure, je vous disais, j'ai toujours peur que sur l'art de perdre, les gens puissent tirer des leçons sur ce qui s'est passé il y a 60 ans, mais qu'on ne les applique pas à aujourd'hui. C'est toujours plus facile de retourner en arrière, de se retourner en arrière, de dire, c'est vrai que quand même, là, on n'a pas fait les bonnes choses. Aujourd'hui, on n'est pas en train de les faire non plus sur un schéma que pourtant on connaît. Et j'ai l'impression de manquer d'air quand j'entends les nouvelles, parce que de me dire, si moi, je vois se reproduire les schémas, alors forcément, les stratèges militaires, les conseillers géopolitiques, ils le savent aussi très bien, ils le savent mieux que moi. Et pourtant, on n'a pas d'autre option que de rebasculer dans cet engrenage. C'est terrifiant. Quelle est la plus belle chose qu'on vous ait dite sur votre travail ou sur un de vos livres ? Et je racontais, du coup, il n'y a pas longtemps, pendant que j'étais en train de travailler donc sur l'opéra de l'art de perdre, je racontais qu'une des scènes, alors c'est pas vraiment quelque chose qu'on m'a dit sur le livre, mais une des scènes créées par le livre que je porte vraiment dans mon cœur et dans mes mémoires joyeuses, c'est en fait un salon du livre dans lequel je venais pour dédicacer l'art de perdre. Et puis c'était en Normandie, donc dans un territoire qui est très présent dans le livre. Et puis tout à coup, il y a un petit groupe qui commence à feinter la file, quoi, à doubler tout le monde. Et donc des gens qui protestent et cette femme qui est à la tête du petit groupe qui dit « Laissez-nous passer, on est la Sonacotra ». Et en fait, ce terme qui était un stigmate social hyper fort, quoi, qui voulait dire on est des pauvres, on est des gens du foyer, on est des gens relogés, ballottés, etc. Le fait de dire on est la Sonacotra, ça veut dire c'est notre histoire à nous, et c'est pas la vôtre, c'est plus notre histoire que la vôtre, c'est notre histoire qui est racontée. En fait, laissez-nous prendre la voie express jusqu'à l'autrice parce que c'est un livre sur nous. Le fait de pouvoir inverser ce stigmate-là, le fait qu'on est la Sonacotra soit un coupe-fil dans un salon du livre, c'est une victoire. Je trouve ça génial. Ouais. Je me suis dit, je savais pas que c'était ça que je voulais faire, mais c'est ça que je voulais faire. Je voulais arriver à ça. Et voilà. Et j'ai un peu les larmes aux yeux qui viennent quand je le raconte encore. C'est beau. Merci, Alice. Est-ce que justement, le fait que vous avez choisi de ne pas avoir d'enfant, ça rend ces moments d'autant plus significatifs parce qu'ils viennent vraiment donner du sens ? Encore une fois, je me pose aussi tout le temps la question de qu'est-ce qui vient au premier chez moi et je ne suis pas capable de le dire. Est-ce que parce que j'ai choisi de ne pas avoir d'enfant, la question de la transmission vers d'autres personnes, puisqu'il n'y a pas d'enfant hypothétique pour la recevoir, est-ce que c'est ça qui la rend si intense ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est parce que de toute façon, la question de la transmission, elle était déjà très intense chez moi, de qu'est-ce qu'on passe, et pas uniquement aux générations d'après, mais à des groupes sociaux qui n'ont pas eu accès aux mêmes choses, etc. Est-ce que c'est parce que cette transmission, elle était déjà hyper importante pour moi que finalement,
la question d'avoir des enfants et de transmettre par la biologie ou au sein d'une cellule familiale restreinte est moins grave, enfin, elle représente pas tout, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que je lis, moi aussi, les deux questions. Voilà, le fait de ne pas avoir d'enfants, le fait de ne pas en vouloir, et le fait que la transmission occupe une place si importante dans ma vie, c'est lié, c'est une évidence. Je ne sais pas exactement comment. Je vous propose qu'on se reparle dans quelques années. Faisons comme Deal, ça. on fait ça. À suivre. À presque bientôt alors. À presque bientôt. Merci beaucoup Alice. Merci Aurélie. C'était un très beau moment, très émouvant. Je comprends mieux qui vous êtes et je pense qu'il y a des intentions très louables et très pures. Enfin, il y a vraiment, je dirais, il y a une candeur chez vous qui est très touchante et qui, j'espère, transparaîtra dans cet entretien. Merci de vous être livré ainsi, d'avoir partagé. Et voilà, merci. Merci pour l'échange.